webinaire portant sur la diffusion proactive offert à vous, membres du réseau des responsables de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Je m'appelle Caroline Côté. Je serai votre animatrice aujourd'hui pour le secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité. Veuillez noter que les interprétations et les opinions énoncées dans ce webinaire ne constituent pas un avis juridique. À l'ère numérique, il importe de maximiser les initiatives de transparence comme la diffusion proactive. Pour nombre d'autorités, fournir en temps opportun de l'information fiable est l'un des meilleurs moyens pour déjouer la mésinformation et la désinformation, des fléaux de l'ère moderne pouvant causer de graves préjudices aux personnes et à nos institutions démocratiques. En effet, prendre des décisions à partir d'informations fausses ou erronées peut, entre autres, amener des personnes à poser des gestes qui auront un impact négatif sur leur santé et leur bien-être et à diminuer leur confiance envers nos institutions publiques. La diffusion proactive d'informations fiables et facilement accessibles permet aux citoyennes et aux citoyens de comprendre les décisions prises par les institutions publiques et de prendre des décisions éclairées dans une société libre et démocratique sans devoir exercer leur droit d'accès à un document administratif. Les organismes publics, de leur propre initiative, font preuve d'innovation en diffusant des jeux de données ou de l'information présentant un intérêt pour l'information du public, comme des études, des rapports de recherche ou des statistiques produits pour l'organisation ou pour son compte. Certains de ces organismes disposent d'une politique de diffusion proactive ou d'un plan de diffusion. D'autres encore ont mis en place un réseau de répondants en matière de diffusion proactive ou sensibilisent les membres de leur personnel sur la manière de concevoir un document afin qu'il puisse être rendu public. Comment instaurer une gouvernance des documents administratifs au profit d'une plus grande transparence gouvernementale? Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir dans notre webinaire, en format panel, 2 groupes de panélistes. Le premier groupe viendra vous présenter ses constats et recommandations sur la diffusion proactive. Il est composé de représentants de la Commission d'accès à l'information du Québec, de Bibliothèques et Archives nationales du Québec, du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, ainsi que du secrétariat à la communication gouvernementale du ministère du Conseil exécutif. Notre panéliste du deuxième groupe viendra quant à elle nous présenter comment elle et ses collègues ont mis en œuvre la diffusion proactive au sein de la ville de Longueuil. Avant de laisser la parole à nos panélistes, je vais faire un rappel de quelques notions. Qu'est-ce que la diffusion proactive? Il s'agit d'une activité qui est réalisée par un organisme public consistant à rendre disponibles sur Internet des informations d'intérêt pour le public dont la diffusion ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée ou à la confidentialité des documents administratifs en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels que j'appellerai par la suite loi sur l'accès. Par cette approche, les citoyennes et les citoyens, ainsi que les membres de la société civile, les entreprises, les OBNL, les journalistes et les chercheurs peuvent consulter des documents administratifs sans devoir en faire préalablement la demande par le biais du régime d'accès aux documents. Qu'est-ce qu'un document? La loi sur l'accès s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Donc, en vertu du 2e alinéa de son article 1, la loi s'applique quelle que soit la forme des documents, qu'ils soient écrits, graphiques, sonores, visuels, informatisés ou autres. Dans la législation québécoise, nous référons ici plus spécialement aux articles 3 et 71 de la loi concernant le Code juridique des technologies d'information. Le terme document est interprété largement et inclut autrement autant les documents portés par un support papier comme des rapports que les documents portés par un support informatique comme les enregistrements audio, les courriels, les bases de données, les données brutes ou agrégées. Donc, le terme document administratif ou les termes documents administratifs, devraient plutôt dire, font ici référence aux documents incluant les données détenues par les organismes publics et dont le droit d'accès est prévu à l'article 9 de la loi sur l'accès pour les distinguer en fait du droit d'accès aux renseignements personnels par la personne concernée, laquelle est prévue à l'article 83 de la loi sur l'accès. Quels types de documents administratifs peuvent être diffusés par un organisme public? Mais en fait, tous les types de documents prévus à l'article 4 du règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels ou règlement sur la diffusion peuvent servir d'inspiration à un organisme public. On pense entre autres là ici aux documents relatifs à sa structure, comme son organigramme, les noms, les titres des membres du personnel. On pense à des documents relatifs aux prises de décision des organismes, comme leurs études, des rapports ou des statistiques. On pense à des documents relatifs à leurs activités, comme la description des services qu'ils offrent ou des programmes qu'ils mettent en œuvre. On peut penser également à des documents relatifs à la gestion et à la reddition de comptes, comme des rapports annuels de gestion.
ou à l'utilisation de ressources financières, là, comme les frais et dépenses de fonction de ses cadres ou de formation de son personnel. On peut aussi penser aux informations acquises, générées ou détenues, là, telles que de nombreuses statistiques associées, dans le fond, à des missions d'État sur le territoire ou à des situations de crise, là, par exemple, comme durant la dernière pandémie de COVID ou durant des inondations saisonnières, par exemple. Parmi les autres exemples, on pourrait également penser aux documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès, à l'exception, évidemment, là, des documents qui contiennent, par exemple, des renseignements personnels ou des renseignements de tiers. Même si ce n'est pas tous les organismes publics qui sont assujettis au règlement sur la diffusion, il va sans dire là, que de rendre disponible sur Internet tous les types de documents qu'il prévoit permettra à la population québécoise de mieux comprendre les décisions prises par les organismes publics et de prendre des décisions éclairées sans devoir exercer leurs droits à un document administratif. Quels sont les avantages de la diffusion proactive? Ben, en plus des avantages informationnels qu'elle procure à la population, les pratiques à mettre en place pour assurer la diffusion proactive permettent aux organismes publics, entre autres, d'avoir une meilleure compréhension des données et de l'information qu'ils détiennent et de se soucier là, davantage de leur qualité, d'améliorer leur prise de décision, notamment là, quant à la planification des services qui sont offerts à la population, d'améliorer aussi incidemment là, leur performance et leur efficacité, par exemple en facilitant le traitement des demandes d'accès à l'information ou d'en diminuer leur nombre. Elle permet également de fournir de meilleurs services à la population en démocratisant, par exemple, l'accès à l'information, d'innover, d'accroître la collaboration interministérielle et de développer là, des interactions, entre autres avec la société civile, le monde municipal, les entreprises ou les chercheurs, autant d'interactions créatrices et riches là, de connaissances. Quels sont les constats et les recommandations? La transparence étatique permet, dans le fond, à la population d'avoir un aperçu suffisant pour être en mesure de se forger une opinion sur l'état de notre société et sur les autorités qui la gouvernent, tout en favorisant une participation éclairée aux affaires publiques. Parmi les nombreuses initiatives de transparence déployées dans les dernières années, pensons notamment à l'édiction du règlement sur la diffusion en 2008 et à sa bonification en 2015, à la diffusion des agendas de fonction des membres du Conseil des ministres en 2014, à la création du portail de données ouvertes Données Québec en 2016. Parmi les autres initiatives de transparence, on pense entre autres à la publication là, des orientations gouvernementales pour les données ouvertes, publiées par le secrétariat du Conseil du Trésor en 2018, à la publication du tableau de bord de performance des ministères, à la diffusion de la partie accessible des mémoires soumis au Conseil des ministres et à l'ambition 6, par exemple, aussi là, de la stratégie de transformation numérique 2019-2023 qui prévoit que les données sont valorisées et redonnées aux citoyens. En soutien à ces initiatives, les développements technologiques offrent des opportunités aux organismes publics d'atteindre un nouveau spectre de transparence de développement ayant une influence positive sur la diffusion proactive. Quel est l'état des lieux concernant la diffusion proactive au Québec? Quel constat peut-on en faire? Quelles recommandations peut-on formuler aux responsables d'accès aux documents des organismes publics? Aujourd'hui, dans le bloc 1 intitulé « Constats et recommandations sur la diffusion proactive », nous avons le privilège de recevoir des invités de la Commission d'accès à l'information du Québec, de Bibliothèques et Archives nationales du Québec, du ministère de la cybersécurité et du numérique, ainsi que du secrétariat à la communication gouvernementale du ministère du Conseil exécutif. Nous accueillons comme premier panéliste Maître Stephen Plante et M. Xavier Saint-Gelais de la Commission d'accès à l'information du Québec. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à notre événement. Bon matin et merci pour l'invitation. Merci. Donc, Maître Stephen Plante est membre du barreau et diplômé en droit de l'Université Laval. Il a notamment été avocat au curateur public de 2007 à 2012 et avocat au contentieux de l'Autorité des marchés financiers de 2012 à 2023. Il est membre de la section surveillance de la Commission d'accès à l'information depuis 2024. De son côté, conseiller en recherche, veille et promotion à la Commission d'accès à l'information du Québec depuis 2019, M. Xavier Saint-Gelais effectue la veille des enjeux actuels et prospectifs en matière de protection des renseignements personnels et d'accès aux documents. Il collabore également à la préparation des documents représentant les positions de la Commission et d'outils de sensibilisation destinés aux citoyens et aux organisations publiques et privées. M. Saint-Gelais a notamment participé à la rédaction de l'étude « Avoir accès en temps utile », portrait des délais de traitement des demandes d'accès au Québec. En octobre 2022, messieurs,
La Commission d'accès à l'information publiait son rapport Portrait des délais de traitement des demandes d'accès au Québec. Dans ce rapport, quels sont les constats faits par la Commission concernant l'état de la diffusion proactive effectuée par les organismes publics? Dans un premier temps, Madame Côté, je crois qu'il est important de dresser le contexte de l'étude en question, avoir accès en temps utile. La dite étude étant une rétrospective sur 3 ans sur les délais de traitement relativement aux demandes d'accès à l'information et sur l'effet de la pandémie sur le traitement des dites demandes. Dans le cadre de sa démarche, l'autorité, la commission, en fait, la commission a sondé 33 organismes de taille, de structure et de secteurs d'activité différents relativement à leurs pratiques dans le domaine de l'accès à l'information. La commission a dressé 25 constats différents relativement au traitement des demandes d'accès. Dans ces constats, en fait, le constat général est malheureusement qu'on constate une augmentation des délais de traitement des demandes d'accès à l'information et ça, hors délai de la pandémie. Sur les 33 organismes sondés, 50 ont déclaré avoir un délai de traitement des demandes d'accès à l'information moyen de plus de 20 jours. 16 de ces organisations ont déclaré avoir un délai de traitement moyen de plus de 30 jours. Donc, pour l'ensemble des demandes, c'est le tiers des demandes qui requièrent plus de 20 jours de traitement. À cet effet, la Commission rappelle, en vertu de l'article 47 de la Loi sur l'accès à l'information, que le délai devrait être d'au plus 20 jours du traitement et que la prolongation d'un 10 jours supplémentaire pour un délai total de 30 jours est une exception. La Commission encourage fortement, en fait, les organismes à mettre en place des moyens pour réduire les délais de traitement des demandes d'accès à l'information. Relativement à la diffusion proactive, la Commission constate que la diffusion proactive, ce n'est généralement pas une des solutions qui est présentement envisagée par les organismes pour réduire les délais de traitement. La Commission encourage fortement les organismes à évaluer la possibilité d'accroître la diffusion proactive d'informations, notamment pour les informations régulièrement demandées par le public. Déjà, ce n'est pas d'hier qu'on parle en fait à la Commission de diffusion proactive. Déjà depuis 2002, dans son rapport quinquennal, la Commission appelait les organismes publics à mettre en place des pratiques de diffusion proactive. Pour la Commission, le principe général devrait être la publication automatique de l'information, alors que les demandes d'accès devraient être l'exception. Dans les conséquences positives de la diffusion proactive, en fait, on devrait voir le nombre des demandes d'accès à l'information diminuer, étant donné que l'information est déjà disponible pour le public, et avoir une réduction corollaire des délais moyens de traitement relativement aux demandes d'accès. La Commission rappelle en fait que l'obtention d'une réponse dans un délai raisonnable est une composante fondamentale du droit à l'information et que le défaut de respecter le délai prescrit à la loi sur l'accès est équivalent à un déni de ce droit fondamental-là. Donc, il est important pour les organisations de mettre en place des bonnes pratiques pour réduire présentement les délais de traitement. Dans le cadre de l'étude, quand même, la Commission a ciblé des facteurs gagnants qui étaient présents au sein des organismes qui avaient les meilleurs résultats dans leur délai de traitement. On parle d'une gestion numérique de l'information, des processus structurés et des bonnes pratiques de communication, une expertise pointue et à jour, en fait, au niveau des équipes qui sont en charge du traitement des demandes d'accès à l'information, puis notamment une bonne équipe de travail à cet effet-là. Donc, la Commission encourage fortement les organismes d'être proactifs et d'utiliser la diffusion proactive dans le cadre de leurs opérations pour faciliter l'accès à l'information pour le public. Selon vous, le Maître Plante, d'après vous, c'est quoi les défis ou les obstacles à la diffusion proactive au sein d'un organisme public? Bien, dans un premier temps, on constate qu'il y a des craintes d'exposer au public l'information. À titre d'organisation, on a peur de s'exposer à la critique. On fait appel en fait à mettre en place un leadership de transparence au sein des organisations. On a une nécessité de changer les paradigmes pour que la transparence soit perçue comme un accès par défaut. La protection des renseignements personnels peut être un défi en soi parce que c'est l'autre
penchant à l'accès à l'information, en fait, on ne peut pas publier de l'information qui contient des renseignements personnels. Donc, il faut se doter de moyens techniques pour repérer ces renseignements personnels-là. C'est sûr que ça demande un certain travail au niveau du volume de traitement. Donc, ça, c'est un des défis majeurs qu'on peut avoir. On fait face à des manques de ressources, évidemment, dédiés aux fonctions de traitement des demandes d'accès à l'information, que ce soit des ressources financières, des ressources humaines. La nécessité d'avoir une information structurée, donc, on est dans des masses d'informations. On traite de plus en plus les organismes publics des masses d'informations. Donc, c'est important d'avoir une structure pour pouvoir facilement repérer et s'y retrouver. On a un risque, en fait, au niveau du volume d'informations qu'on traite aujourd'hui en 2024, un risque d'info-obésité. Donc, c'est important d'avoir un plan de publication pour avoir une stratégie qui nous permet de proactivement publier cette information-là. Il y a toujours des exigences aussi de repérage. Il faut permettre aux citoyens de repérer facilement l'information. C'est pas tout de la diffuser, qu'elle soit disponible, mais il faut qu'elle soit facilement accessible pour que les citoyens puissent se retrouver et trouver les réponses auxquelles ils se posent des questions. Les formats de publication aussi peuvent être quand même des défis parce que la technologie change constamment, donc c'est important d'avoir des formats ouverts et accessibles pour le public. Et les attentes du public aussi évoluent avec le temps, donc c'est important de se re-questionner sur nos pratiques constamment et de revérifier qu'est-ce qu'on met en pratique là, pour que la bonne information soit diffusée dans le bon temps et qu'elle soit facilement recherchable. Merci. À la lumière de tendances qui seraient nationales ou internationales, avez-vous des pistes d'amélioration des bonnes pratiques que vous pourriez recommander, dans le fond, aux responsables de l'accès aux documents des organismes publics pour assurer, vous en avez parlé un peu, là, quelques constats ou faits intéressants, mais pour assurer une plus grande diffusion proactive? Oui, ben, je vais aller dans le même sens que Maître Plante, en fait, pour faire peut-être écho au défi qu'il a mentionné. Donc, parmi ce qu'on voit ressortir à l'international, la question d'avoir un plan de diffusion proactive, c'est ce qui ressort le plus souvent. Donc, d'avoir un plan qui soit périodique, il peut être annuel, il peut être biennal, triennal. Mais dans ce plan-là, on devrait retrouver les objectifs de l'organisme public, des objectifs réalistes, hein, en tenant compte de son contexte, domaine d'activité, mais aussi de sa taille. Les petits organismes peuvent en faire généralement moins que les grands, mais il faut avoir des objectifs réalistes là, compte tenu des capacités et des besoins. L'adoption de ce plan-là, c'est aussi l'occasion de démontrer le leadership dont parlait Maître Plante, cette vision commune claire qui permet à tout le monde de savoir quelles sont les attentes en diffusion proactive et de travailler dans le même sens. Donc, ça établit une culture de la diffusion proactive, de la transparence. Euh, les organismes devraient aussi, dans les grandes lignes, évidemment, déterminer un processus de sélection des informations à diffuser. Donc, encore là, je fais écho à ce qui s'est dit. On ne doit pas diffuser n'importe quelle information juste pour la diffuser, mais bien la bonne information, celle qui est recherchée par la société civile ou par les individus, pardon, et donc celle qui répond à des attentes, à des besoins. Pour s'orienter, on peut se servir des demandes d'accès qu'on reçoit déjà pour déterminer qu'est-ce qui fait l'objet là, des demandes. Donc, aux États-Unis, par exemple, là, la réglementation prévoit qu'un document qui fait l'objet d'une demande d'accès pour la troisième fois devrait automatiquement être évalué pour la diffusion proactive par la suite. Donc, ça peut être des seuils comme ça qui permettent de s'orienter pour la sélection de ce qu'il y a à diffuser et pour la planification par la suite. On peut étendre la réflexion non seulement aux demandes d'accès, mais aux demandes des médias, aux questions qui sont posées auprès des renseignements généraux, ou même en s'appuyant sur les activités de veille internationale dans un domaine d'activité. Donc, souvent, on peut voir venir ailleurs ce qui peut être pertinent pour la population ici aussi, là. On peut même aller plus loin dans une démarche participative. Donc, en Australie, on recommande, par exemple, chez nos homologues, d'aller jusqu'à des consultations publiques pour consulter les parties prenantes et en savoir plus, poser directement la question, quels sont les types de documents et d'informations qui seraient utiles pour elles. Donc, c'est une piste intéressante et au Québec, on est chanceux, on peut compter sur la plateforme Consultation Québec. Donc, c'est une démarche qui peut être explorée là, par les organismes publics qui veulent aller plus loin. Pas nécessairement pour accroître la diffusion proactive, mais aussi pour sa quantité, mais pour accroître sa qualité. Moi aussi, je mettrais l'accent selon ce qu'on repère là, sur un processus de réévaluation périodique des informations une fois qu'elles sont diffusées. Donc, sont-elles toujours justifiées? Sont-elles à jour? Sont-elles exactes?
On veut éviter à tout prix la sédimentation informationnelle. Et je termine moi aussi là, en mettant l'accent sur l'accessibilité et la découvrabilité. C'est des points qui ressortent beaucoup là, dans les recommandations internationales. Donc, ça serait bien sûr de réfléchir à l'accessibilité aux personnes handicapées ou aux personnes qui n'ont pas accès à Internet. Ça, c'est une chose. Mais penser aussi à la découvrabilité et à l'accessibilité des documents eux-mêmes. Je prends l'exemple de l'entretien des liens web, là, quand souvent on les diffuse sur des portails web, les documents ou les informations. Or, les sites web sont complexes, sont évolutifs et donc les liens peuvent se briser. Là. Dans une étude d'un de nos homologues l'an dernier auprès de 200 organismes, on a constaté qu'un lien sur 6 était dysfonctionnel. Donc, ça mine un peu les efforts importants qui sont investis en diffusion proactive et ça explique l'importance de s'attarder à ça aussi et de s'attarder aussi évidemment à la question des métadonnées de qualité et de la sélection des formats. Là, je conclue là-dessus, la sélection de formats qui sont repérables, comme le HTML pour les documents le plus possible, plutôt que les PDF, ceux-ci étant plus difficilement indexés par les moteurs de recherche. Donc, les citoyens doivent pouvoir trouver l'information qu'on diffuse. Merci, fort intéressant. Enfin, pour vous, qu'est-ce que vous pensez, on en entend parler de plus en plus, qu'est-ce que vous pensez du principe de transparence dès la conception ou en anglais, le transparency by design? Selon vous, ce serait quoi ses avantages et les limites de ce principe-là? Bien, ce qu'on en pense, on peut difficilement être contre, hein, parce qu'à la commission, on recommande une approche plus proactive en matière de diffusion depuis plus de 20 ans. Donc, ça va parfaitement dans le sens de cette recommandation-là. Et puis, ça va aussi dans le sens de ce qu'on voit dans notre autre mission. Et on parle beaucoup de protection de la vie privée dès la conception. Vous avez eu un webinaire là-dessus. Donc, c'est mis de l'avant par la loi. Donc, c'est un idéal à atteindre, la transparence dès la conception. Puis, ça favorise la responsabilisation là, des organismes publics. Je mettrai l'accent en premier sur la valeur temporelle de l'information, hein, qui était au cœur de notre rapport Avoir accès en temps utile. Donc, l'information a presque toujours une valeur particulière dans un contexte temporel défini. Il ne faut donc pas attendre avant de la diffuser et le fait de réfléchir d'emblée, d'analyser d'emblée l'accessibilité d'un document, d'une information et de la préparer pour diffusion, bien, ça minimise le délai entre la finalisation des travaux et l'accessibilité de l'information au bénéfice du public. Une approche comme ça permet aussi d'éviter le risque de surplus d'informations dont on parlait aussi tantôt. Donc, l'information en grande quantité, ça peut être un piège. Donc, c'est bien d'en diffuser davantage, mais il faut s'assurer, évidemment, qu'elle soit intelligible. Donc, ça peut être intégré à une réflexion plus globale, plus systématique, qui prévoit, par exemple, la préparation systématique, justement, de notes explicatives ou la structure de l'information en réfléchissant d'avance à la façon dont le public peut la comprendre. De manière générale, c'est aussi à l'avantage des organismes de réfléchir à ces aspects-là dès le départ. Hein. Ça diminue à long terme les efforts et les coûts en moyenne. Donc, on le sait, là, corriger un projet a posteriori ou changer de direction quand des décisions sont déjà prises, c'est toujours moins avantageux. C'est la même chose qu'on voit en protection des renseignements personnels. Donc, des réflexions comme le format des données, l'élagage des renseignements personnels, la structure des bases de données pour diffusion proactive, ça a souvent des impacts techniques qui peuvent être majeurs s'il faut repenser les choses par la suite. Donc, le prendre dès le départ, c'est toujours la meilleure idée. D'ailleurs, par rapport au système d'information, si on a déjà une refonte qui est prévue, ben, c'est justement le moment là, de se questionner sur ces approches-là de diffusion, de transparence dès la conception. Évidemment, ça demande des efforts initiaux. J'ai parlé tantôt de bénéfices à long terme. C'est sûr que sur le coup, ça peut demander une réflexion en profondeur. Et c'est là aussi un endroit où on voit le besoin d'un leadership actif là, dans l'organisation. Parce que quand on fait une refonte d'un système d'information, on le sait, on brasse beaucoup d'idées, on a beaucoup d'exigences à intégrer dans le système. Donc, être capable de mettre les besoins de diffusion proactive dans les cahiers des charges, ça demande un certain courage ou un certain investissement des autorités. Je termine en soulignant que c'est aussi l'occasion de réfléchir à l'automatisation. On est beaucoup là-dedans, on est dans une ère d'intelligence artificielle. On réfléchit à la façon dont les outils techniques peuvent nous aider. Donc, la transparence et la conception, ça peut peut-être être aussi l'adoption d'outils de nettoyage des données, de création de certaines métadonnées, d'élagage de certains renseignements personnels. Mais je vais terminer avec ce bémol-là. Pour la question spécifique des renseignements personnels, on ne pense pas qu'on en est rendu à un point où tout est automatisable. Hein. Donc, il y a une partie qui peut être faite pour des renseignements personnels prévisibles, disons, des noms, des adresses, mais on n'a probablement pas atteint le stade où on peut le faire là, de façon automatique, identifier tous les renseignements personnels dans un document ou un jeu de données. Parce que dans le contexte d'une diffusion publique, souvent, on va viser la norme de l'anonymisation autant que possible, hein, donc l'incapacité à identifier les personnes dont les renseignements seraient publiés directement ou indirectement. Puis ça implique de réfléchir là, aux possibilités de croisement, aux possibilités d'inférence. Et pour l'instant, ça demande encore une analyse humaine pour l'essentiel. Merci beaucoup à vous deux. C'était une intervention ou des interventions fort intéressantes. Merci d'avoir été des nôtres cet avant-midi. Merci à vous. Merci.
Nous accueillons comme deuxième panéliste M. Martin Lavoie pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, le temps que M. Lavoie se joigne à nous. Bon matin, Martin. Merci d'avoir accepté de participer à notre webinaire. Ça me fait plaisir. Merci, Caroline, pour l'invitation. Plaisir également. Donc, M. Martin Lavoie est détenteur d'un baccalauréat en histoire, d'un certificat en archivistique ainsi que d'une maîtrise en gestion de l'information. Il travaille dans le domaine des archives depuis plus de 20 ans. M. Lavoie a débuté sa carrière aux Archives nationales du Québec en 1999. Il a occupé plusieurs fonctions en tant qu'archiviste et coordonnateur. Son domaine d'expertise touche principalement les archives d'État et l'information gouvernementale. Il est directeur des Archives nationales du Québec à Québec depuis 2015. Donc, je suis contente de vous avoir avec nous. Monsieur Lavoie, comment une saine gouvernance de l'information au sein des organismes publics peut favoriser la diffusion proactive d'informations intéressantes pour la population? En fait, quelles seraient les recommandations de BANQ aux responsables d'accès aux documents en matière de gouvernance de l'information? Pour répondre brièvement, oui, évidemment, la saine gouvernance de l'information est un préalable essentiel à la diffusion proactive. Si vous me le permettez, je prendrai un moment pour parler des bénéfices d'une gouvernance, d'une saine gouvernance de l'information, avant de parler peut-être plus de l'état de situation. On peut tous s'entendre qu'une saine gouvernance de l'information facilite l'atteinte d'une plus grande transparence concernant les décisions gouvernementales. Ça va de soi. Puis on n'insistera jamais assez aussi sur le fait que ça facilite grandement le repérage des documents. Donc, plusieurs études démontrent aussi clairement, d'ailleurs, le lien entre le fait qu'une mauvaise gestion de l'information entraîne du temps perdu par les employés concernant la recherche, justement, de cette information-là. Donc, c'est clair que pour tous ceux qui travaillent en accès particulièrement à l'information, vous comprendrez qu'il y a un gain en efficience et en productivité à avoir une bonne gouvernance de l'information au sein d'une institution. Donc, c'est pas le seul avantage aussi. Ils peuvent être nombreux aussi, particulièrement en matière de sécurité de l'information et de protection des renseignements personnels, la fameuse PRP. Donc, c'est important. Ce sont des bénéfices importants, puis je pense qu'on les comprend tous. Maintenant, pour ce qui est d'un état de situation, évidemment, aux Archives nationales, on se préoccupe de la situation dans l'ensemble des organismes publics au niveau de la situation de la gestion de l'information. On a dressé des portraits, on a des sondages aussi durant les dernières années qu'on a menés. L'état de situation est particulièrement préoccupant, je dirais actuellement. Il manque d'investissement, il manque de ressources, des ressources humaines, ressources financières dans le secteur. C'est évident, je pense que la Commission d'accès à l'information peut en témoigner aussi qu'il manque de ressources et de gens, puis de temps aussi pour accomplir ces tâches-là. C'est le constat qu'on fait de notre côté aussi. Par ailleurs, ce que les gens nous disent, c'est qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour bien gérer l'information numérique. Et ça, c'est un enjeu majeur. Il y a un passage, on le sait, on travaille tous en numérique depuis très longtemps dans nos organisations, mais la gestion de ça est un enjeu particulier. La pandémie a amené une accélération intéressante dans la prise en charge du numérique dans les organisations. On fait plus de Teams, on se sert de SharePoint, ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est plus convivial ou c'est mieux géré. Je pense que ça a multiplié l'information, puis on se retrouve aujourd'hui dans une situation, dans certaines organisations, un peu hors de contrôle. Donc, je ne veux pas dresser un portrait trop pessimiste de la situation. C'est une réalité. On tente aux Archives nationales de se mettre en mouvement, puis de mettre les organisations en mouvement et d'agir dans ce secteur-là. On a créé, il y a quelques années, entre autres, le bureau d'expertise, qui est si tu veux, un peu un moteur d'action avec l'ensemble des archivistes conseils chez nous pour amener les organisations à en faire un petit peu plus en matière de gestion de l'information. Donc, c'est notre objectif. On a créé, entre autres, une communauté de pratique où les gens en gestion de l'information peuvent se regrouper, parler de leurs préoccupations, travailler sur des outils en commun. Donc, ça, c'est une piste de solution intéressante. On travaille également de près avec le MCN, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, qui vivent des enjeux similaires aux nôtres. Donc, on essaie de partager ça, de mettre en commun et puis d'avancer pour trouver des solutions, allant potentiellement même à trouver des solutions technologiques d'outils qui nous permettraient de mieux gérer cette information-là numérique. Donc,
on a un objectif d'augmenter les capacités dans les ministères et organismes en matière de gestion de l'information. Ça, on vise ça dans les prochaines années. Et on espère l'atteindre. Évidemment, ça va se faire en collaboration avec les organismes publics. On ne peut pas le faire seul de notre côté, mais je pense qu'on a un rôle de leadership à jouer là-dedans. Puis c'est ce qu'on entend faire dans les prochaines années un peu plus activement. Donc, il y a évidemment un redressement à faire. Donc, ça, c'est pour l'état de situation. Maintenant, pour répondre plus clairement à la question sur les responsables d'accès, quelles recommandations BNQ pourrait faire? Ben, les recommandations qu'on pourrait faire, c'est que nous insistons toujours sur l'importance de consulter les responsables de gestion documentaire. Je dis gestion documentaire, mais de plus en plus, on les appelle responsables de gestion de l'information. J'utilise les deux termes, mais ça veut dire c'est la même personne. Donc, consulter ces personnes-là dans vos organisations, c'est important. Ce sont de précieux alliés en matière d'accès et de protection des renseignements personnels. Ils connaissent bien le contexte de création des documents dans l'organisation. Ils ne sont pas là seulement des fois pour retracer une information difficile à trouver. Là. Ils peuvent être là aussi, impliqués donc en amont dans la production d'outils, de directives, de politiques dans le domaine. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Puis soulignons aussi que le comité AIPRP, qui est maintenant obligatoire au sein des organisations, ça permet de rassembler tous les intervenants pertinents. Donc, on sait souvent, le gestionnaire de documents ou de l'information est présent. Des fois, il ne l'est pas. Assurez-vous qu'il y soit. Je pense qu'il peut donner un input intéressant aussi sur plusieurs enjeux. Parce que ce comité-là, justement, c'est un excellent forum pour mettre sur la table les enjeux en matière, toutes sortes de formes d'enjeux en matière de gestion de l'information et de saine gouvernance au sein de l'organisation. Puis peut-être à titre de rappel aussi, il existe plusieurs outils en gestion de l'information dans une organisation. Informez-vous. Ces outils donnent un portrait macro qui est essentiel à la bonne compréhension des processus qui sont tous liés à la gestion de l'information, que ce soit le calendrier de conservation des documents, le plan de classification. Il peut y avoir des politiques, des directives, des procédures liées à ce domaine-là. Donc, tout ça peut être des outils essentiels pour vous. Donc, c'est important de vous y intéresser, puis de vous impliquer et même dans leur préparation et leur validation en amont avec les responsables de la gestion documentaire. Donc, voilà. Okay, merci. Oui. Le guide de soutien à l'application de la diffusion proactive, produit en mai 2019 par le groupe d'expertise en gestion des documents du gouvernement du Québec, le fameux GEGD, et par BANQ, a déjà 5 ans. Donc, dans le processus de diffusion proactive, les responsables de la gestion documentaire, ils ont plusieurs responsabilités à assumer. Quels intrants les responsables de l'accès aux documents peuvent-ils apporter à un responsable de la gestion documentaire pour le soutenir dans ses responsabilités? Je ne suis pas un grand spécialiste des mandats et des activités des responsables en gestion en accès à l'information. On connaît un peu leur mandat, mais je pense que ce qui est important avant tout, c'est que justement, c'est de partager leurs défis. Partager leurs défis relatifs à divers aspects de la gestion de l'information qui sont rencontrés dans le cadre de leur travail au quotidien. Que ce soit des enjeux relatifs à la recherche de l'information, je l'ai évoqué tantôt, ou à la convivialité et à l'utilité des outils qui sont mis à leur disposition. Donc, je pense que c'est important leur input là-dessus. Et retenons aussi que cette idée-là qu'ils peuvent avoir ou leur connaissance serait des bénéfices majeurs pour les responsables de gestion documentaire, par exemple dans la rédaction de politiques ou de directives en matière de gestion de l'information. Donc, il faut une collaboration, ça je vais le répéter, puis je le dirai toujours, c'est la multidisciplinarité qui va nous amener à atteindre des objectifs, là. Donc, l'idée étant que les responsables de la gestion de l'information puissent sentir qu'ils sont des acteurs importants aussi dans le processus d'accès et de diffusion proactive, puis qu'ils développent cette collaboration-là continue avec les collègues de l'accès. Comme acteur proactif, c'est quoi les services, dans le fond, qu'un responsable de la gestion documentaire peut apporter à un responsable de l'accès aux documents pour l'aider dans son rôle de diffusion proactive? Bien, les apports des responsables de la gestion de l'information sont nombreux, en fait. Par exemple, en participant à la mise en place de processus et d'outils de gestion de l'information, ils s'assurent que les informations diffusées soient intègres. Parce que c'est bien beau de faire de la diffusion proactive, mais si on diffuse une information qui n'est pas exacte ou qui est erronée, ça ne va pas bien. Donc, ils peuvent être impliqués là-dedans, dans ce processus-là. Donc, une information complète et à jour.
et diffusé au bon moment aussi. Donc, il y a des délais, on le sait, il y a des prescriptions légales. Selon les durées établies en conformité avec le cadre légal, les outils de gestion de l'information approuvés par l'organisme. Il y a une nuance importante à apporter, je pense. Il y a des délais de diffusion proactive qui sont une chose, et il y a des délais liés au calendrier de conservation des documents de l'organisation. Et ça peut être deux choses. Donc, c'est pas parce qu'on a une période de diffusion proactive d'un document que c'est nécessairement la période et la durée de conservation du document dans son entièreté, dans son cycle de vie complet. Donc ça, faut le retenir. C'est pas parce qu'on doit retirer une information en diffusion proactive que c'est le moment où on doit la détruire nécessairement. Il faut aller voir le calendrier de conservation, il faut consulter nos responsables d'accès en gestion documentaire pour voir s'il n'y a pas une période, par exemple, de semi-active ou si ce document-là n'est pas destiné à être versé aux archives nationales, par exemple. Donc, il ne faudrait pas le détruire en l'occurrence. Donc, ça, c'est important de les consulter sur cet aspect-là. Donc, les responsables de gestion documentaire ou de l'information sont des spécialistes du cycle de vie de l'information. Il faut se rappeler ça. Donc, ils peuvent être interpellés pour l'identification, entre autres, des copies principales et secondaires des documents. On sait que les multiples copies se répartissent un peu partout sur nos serveurs. Puis les versions aussi, le fameux versionnage des documents qui est problématique. On peut avoir 17 versions d'un même document, c'est pas nécessaire de tous les conserver. Donc, ces enjeux-là, les gestionnaires de documents les connaissent. Une autre, puis c'est pas toujours simple non plus de distinguer ce qui est utile du futile, comme je dis souvent, dans une organisation. Les gestionnaires de documents vont vous aider là-dedans. C'est donc d'excellents conseillers, en fait, pour savoir quelle information conserver au bon moment. On sait détruire l'information au moment opportun peut être tout aussi important que de la conserver. Les responsables d'accès le savent. Conserver des informations qui ne doivent plus être conservées, qui doivent être détruites, il y a des enjeux en protection des renseignements personnels, particulièrement, on l'a vu avec la loi 25, mais il y a des enjeux aussi si on conserve l'information, on doit y donner accès. Mais si elle aurait dû être détruite il y a 10 ans, on fait une opération d'accès qui est très longue, coûteuse en temps, alors qu'elle n'aurait peut-être pas eu lieu d'être. Donc, l'application des règles de gestion du calendrier de conservation est importante dans ce contexte-là. Donc le responsable en gestion documentaire est là pour vous conseiller par rapport à tout ce qui touche justement ces délais de conservation-là et leur application au sein de l'organisation. Je l'ai déjà mentionné, c'est un allié incontournable pour le repérage. Puis retenons finalement qu'il est primordial de développer une habitude de collaboration entre les spécialistes de l'information, on va dire ça comme ça. Oui, puis disons-le, ils sont sympathiques, nos responsables de la gestion documentaire. Merci beaucoup, M. Lavoie, d'avoir été avec nous cet avant-midi. Ça me fait plaisir. Merci. Nous accueillons maintenant comme troisième panéliste Mme Stéphanie Carl Tavera pour le ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Madame Carl Tavera a plus de 20 ans d'expérience dans des secteurs en transformation dans le domaine du sport, de l'entrepreneuriat social et de la main-d'œuvre et plus de 10 ans en technologie de l'information. Depuis mai 2023, elle contribue au vaste et ambitieux chantier de données numériques gouvernementales au sein du ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Madame Carl Tavera, en 2016, le gouvernement du Québec créait le portail de données ouvertes Données Québec. En avril 2024, plus de 1400 jeux de données sont diffusés sur le portail Données Québec et une importance a été accordée à la qualité de celle-ci. Après 8 ans d'activité, quel bilan dressez-vous de l'utilisation du portail Données Québec par les organismes publics et les citoyennes et les citoyens du Québec? Mais mettons qu'on le regarde en chiffres. On a démarré le portail avec 5 municipalités originelles. Aujourd'hui, on est à plus de 100 diffuseurs qui sont des organismes publics, des municipalités, même des organismes de la société civile. On a 1419 jeux de données, dont à peu près 2 nouveaux jeux de données qui sont publiés chaque semaine et qui sont répartis à travers 12 catégories pour mieux cibler finalement les sujets d'intérêt des citoyens qui l'utilisent.
ça a aussi généré plus de 40 applications accessibles qui donc utilisent les jeux de données pour créer des services. Alors évidemment, ça peut être des applications qui sont générées par les organismes publics, mais aussi parfois ce sont des initiatives citoyennes qui peuvent aller du repérage des stations de lavage, d'une notification par exemple pour la fin de votre stationnement, mais aussi le taux d'attente et le taux d'occupation dans les urgences ou encore le suivi en temps réel des risques d'inondation. Donc, on a aussi une incidence positive, bien évidemment, on en a parlé sur l'accès à l'information, la réduction des demandes, tant les demandes externes des citoyens journalistes, mais aussi des demandes inter-organismes. Hein. Les organismes consomment les données des autres et donc ce sont des demandes ad hoc qui génèrent de l'activité, qui génèrent du travail. Fait qu'on a amélioré la performance opérationnelle de l'administration publique dans le cadre de cet échange à travers l'accessibilité des données ouvertes. On a compté à peu près dans les 3 dernières années que le nombre d'utilisateurs uniques mensuels a triplé. Et donc, on est à peu près à 90 000 utilisateurs uniques par mois, ce qui quand même est non négligeable. Puis, je vous donnerai le dernier chiffre, on est à peu près à entre 150 et 600 téléchargements pour les 10 jeux de données les plus populaires qui, eux, fluctuent en fonction, évidemment, des besoins et des questions du moment, parce que c'est aussi ça, la transparence, c'est la pertinence et le momentum de l'accessibilité de l'information par rapport au contexte. Donc, je vous dirais que le bilan est quand même plutôt positif. Je pense qu'on peut quand même se féliciter de ces efforts. Et surtout, il fait la démonstration de l'importance de la transparence proactive qui nourrit le lien de confiance entre l'État et la société civile, qui stimule la participation citoyenne, la commission d'accès, pardon, on a parlé un petit peu tout à l'heure, je vais revenir dessus, qui suscite l'innovation par la création de ces applications, par la réutilisation des données créatrices de richesse. Puis je vous dirais, le portail, c'est aussi un espace public où finalement la société civile peut échanger avec le gouvernement parce qu'on crée un lien direct entre les diffuseurs et les citoyens qui peuvent questionner finalement les diffuseurs sur leurs données, en quoi elles concernent et d'autres précisions. Intéressant tout ça, l'innovation, création de richesse. Par où on commence? Par où doit débuter un organisme public qui souhaite, dans le fond, diffuser des jeux de données sur le portail Données Québec? Qu'est-ce que vous lui recommanderiez? Écoutez, je reviendrai quand même sur les éléments de BANQ ou de la commission d'accès. Ouvrir des données, ça reste un processus. Ce n'est pas simplement une action unique, c'est un processus et l'idéal, c'est de disposer d'une gouvernance de l'information, une gouvernance formelle de l'information et des données et d'en faire une saine gestion tout au long du cycle de vie, puis on y reviendra, parce que ça va permettre de baliser les différentes étapes de transformation qui vont amener à la diffusion d'un jeu de données. Mais on comprend très bien qu'une gouvernance et une gestion de l'information et des données nécessitent quand même du temps et des apprentissages. Donc, c'est pas perdu, il y a d'autres options. Et je vous dirais qu'à défaut d'avoir un encadrement formel et établi puis mature dans nos organisations, la première chose et le premier réflexe, c'est d'abord de connaître ce que l'on détient. Et pour les personnes en accès, ben, ça veut dire justement quelles sont les demandes d'accès qui sont récurrentes. Donnez-vous un terrain de jeu pour démarrer. Les demandes qui sont récurrentes, les demandes qui vous pensez ont de l'intérêt, qui vont améliorer ou servir l'information du public, puis commencez à analyser ces jeux de données, puis démarrer avec ce terrain de jeu circonscrit pour vous faire la main. Par ailleurs, il y a des ressources qui sont disponibles sur le portail de Données Québec, notamment un guide de mise en œuvre des énoncés d'orientation pour les données ouvertes qui explicite les différents énoncés, dont le premier qui est « les données sont ouvertes par défaut ». Donc, on énonce un principe où on place la transparence véritablement comme le principe maître et auquel on déroge, et bien évidemment, lorsque c'est nécessaire. On a aussi un autre outil qui est le guide de priorisation et de diffusion des données ouvertes. Ça peut aider au questionnement de savoir est-ce que je dois ouvrir ou pas ces données, les différentes questions aussi pour les prioriser puis pour les préparer. Et ça revient à l'idée du plan de diffusion qui était amené par la commission d'accès parce que, en fait, cet outil répond à l'orientation qui est la diffusion des données ouvertes est priorisée et planifiée. Donc, ce n'est pas quelque chose dans lequel on s'improvise. Puis, je vous dirais, évidemment, on a le pôle d'expertise au MCN en données ouvertes. Un autre élément, la question de la littératie des données. C'est important, oui, de diffuser des données, mais il faut s'assurer que ces données soient comprises et soient utilisées correctement.
on a une responsabilité à partir du moment où on les redonne à la société civile, à ce qu'elles ne soient pas utilisées avec une compréhension erronée et donc qu'elles amènent à des informations ou à des interprétations qui pourraient être erronées. Donc, on a cette responsabilité-là. Puis, le dernier paramètre, non le moindre, considérer que la protection des renseignements personnels n'est pas forcément un obstacle à la diffusion des données, mais bien la garantie de préserver les droits des citoyens à la protection de leurs renseignements personnels et donc de faire en sorte que l'utilisation des données ouvertes va être renforcée parce qu'on aura garanti et géré de manière responsable ce juste équilibre entre la protection et le droit à l'information. Merci, fort intéressant. Le gouvernement ouvert, parlons-en, c'est une approche, dans le fond, qui vise à rendre les administrations publiques plus transparentes. Il favorise la collaboration avec la société civile, l'innovation, la participation citoyenne, vous en parliez tout à l'heure. La diffusion proactive et l'ouverture des données occupent une place centrale là, dans cette approche qui est internationale à travers les démocraties. C'est quoi les tendances que vous remarquez en matière de données ouvertes? Écoutez, la transparence active, c'est désormais un mécanisme qui est largement répandu dans l'ensemble des États, villes, provinces, et ce, à travers l'ensemble des continents. Ça se traduit bien évidemment par des portails de données ouverts. C'est un des outils majeurs. Et je vous dirais que l'une des grandes tendances dans l'ouverture des données, c'est la visualisation. Parce qu'en fait, le potentiel de réutilisation des données ouvertes par les curieux ou les initiés n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs de transparence active qu'on vise. Fait que les administrations publiques cherchent aussi à faire en sorte que cette transparence ait un impact positif sur la relation avec l'administré. Et donc, dans un souci d'intelligibilité des données qui sont rendues disponibles, de diffusion de ces données s'accompagne d'une représentation graphique et de contenus pédagogiques qui vont les interpréter, les expliquer et éduquer la population sur l'information qui est ainsi rendue disponible. Ça fait référence à la littératie des données dont je parlais tout à l'heure. Et bien évidemment, ce sont des opportunités pour lutter contre la désinformation. On sait qu'aujourd'hui, à la commission d'accès en a parlé, il y a énormément d'informations qui sont disponibles. Faire le tri pour nos citoyens de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est juste, de ce à quoi on peut se fier. Les données ouvertes des administrations publiques sont un levier important pour pouvoir redonner à la population de l'information d'intérêt public et aussi de partager la connaissance acquise parce que l'administration publique est détentrice d'un certain nombre d'informations, mais elle en tire des apprentissages puis ça lui sert à alimenter ses politiques publiques, mesures, programmes, peu importe, et donc partager aussi cette connaissance qui soutient ses décisions et ses priorités. Je voudrais peut-être vous partager quelques exemples qui pourraient nous inspirer, qui ont de l'impact de la transparence active. La Finlande a récemment partagé la majorité de ses dépenses et des factures de l'ensemble des ministères et organismes. Elle a normalisé ses dépenses pour être capable de comparer les ministères et organismes et les dépenses de chacun d'entre eux. Et outre, bien évidemment, l'effet de transparence sur les dépenses publiques que cela peut avoir vis-à-vis de la population, ça a permis non seulement de déterminer que certains ministères et organismes payaient pour un même produit des coûts très différents. Donc, il y avait finalement une dépense qui était peut-être moins bien gérée et donc ça a permis de rationaliser les dépenses au meilleur coût pour le meilleur produit. Et ça a aussi permis de démontrer l'impact économique qu'avait le gouvernement dans l'économie de la Finlande. Parce que dans le fond, on avait fait un calcul de son impact économique et c'était plusieurs milliards de plus à travers justement toutes ces interactions avec l'économie, ses achats et ses dépenses en continu. On voit aussi les États-Unis qui ont créé un tableau de bord pour être capable d'identifier les enjeux de justice environnementale à travers les territoires et d'identifier les populations qui vont être les plus vulnérables. Donc ça a véritablement un impact par rapport à l'éducation que ça donne. Une autre grande tendance, la commission d'accès en a parlé, c'est la combinaison de l'ouverture des données et de la participation citoyenne. Dans le fond, on le voit par exemple la France, la Cour des comptes, qui est l'équivalent ici du vérificateur général, fait participer les citoyens dans sa prise de décision. Donc, ce n'est pas simplement un organe de régulation qui vient contrôler ou auditer, mais on y ajoute aussi la perception des citoyens et la contribution des citoyens par rapport à l'exercice des institutions. La Corée du Sud a mis en place une plateforme où elle rassemble l'ensemble des demandes d'accès à l'information de l'ensemble des entités gouvernementales, ce qui permet justement d'avoir une plus grande visibilité et de soutenir parfois les lanceurs d'alerte par rapport à des préoccupations particulières. La Colombie-Britannique a utilisé
la consultation de sa population pour pouvoir collecter des informations et apprécier dans quelle mesure ces programmes étaient inclusifs ou non. Et pour collecter ces informations, allant chercher notamment quelques informations personnelles. Elle a demandé l'autorisation aux citoyens de contribuer et donc elle a appliqué le principe de redevabilité en partageant les résultats de ces collectes d'informations et en partageant tout au long du processus qu'est-ce qui était fait avec ces informations et comment au final cela allait avoir de l'impact sur la révision des programmes pour faire en sorte que les mesures et programmes soient plus inclusifs. Puis, une dernière tendance que j'aurais aimé vous partager, c'est l'ouverture des données attachées à des sujets d'actualité et notamment parfois des sujets qui sont un peu plus tabous ou qui cristallisent différentes positions dans l'opinion publique. On va avoir par exemple l'Allemagne qui va vouloir créer une base de données consultable sur la publication des données d'approbation du contrôle des exportations des armes. L'Ukraine qui va vouloir ouvrir ses archives de 1917 à 91 sur les organes répressifs du régime totalitaire communiste. La Finlande qui, là encore, met en place une transparence non seulement de ses données, mais aussi de ses processus qui, là, vient mettre la lumière sur l'explicabilité des décisions qui sont prises. Donc, là encore, les données, on parlait justement du momentum de la diffusion des données, mais ça peut être important et ça aide aussi nos régimes démocratiques à avoir ces conversations avec la société civile et créer et nourrir ce lien de confiance. Le gouvernement du Québec a décidé d'adhérer au partenariat pour un gouvernement ouvert qui est un regroupement d'États, de provinces et de villes, justement, à l'échelle internationale, qui nous permet d'aller chercher des initiatives innovantes et de s'inspirer, justement, et de rester toujours en lien avec ce qui se fait ailleurs. Et je vous dirais, pour terminer, que la transparence, il faut véritablement le garder comme un engagement volontaire de mieux informer la population. Merci beaucoup. Dernière question pour vous. L'ouverture des données est-elle un atout, selon vous, pour l'intelligence artificielle? Écoutez, avec tout ce qu'on vient de se dire, l'ouverture des données, ça reste une piste qui, en offrant la transparence de celles-ci, parce qu'elles ont été validées et approuvées, elles vont pouvoir nourrir des modèles d'intelligence artificielle et plus spécifiquement, par exemple, dans les contenus culturels. Eh bien, on va pouvoir injecter de la donnée sur des contenus francophones, sur des contenus québécois, parce que bien souvent, les modèles d'intelligence artificielle peuvent se nourrir de beaucoup de données, mais parfois, elles sont très nord-américaines et donc la diversité des contenus qui vont nourrir ces modèles, bien, par l'ouverture des données, on va alimenter ces modèles, puis on va accroître aussi quand même la qualité. C'est évident que et en plus, lorsque ce sont des données qui sont partagées à l'échelle internationale, ben, on est capable d'avoir des comparaisons puis d'avoir une lecture plus intelligente. Donc, ça va soutenir la diffusion puis ça va soutenir aussi la diffusion de la connaissance. À partir du moment où on publie des données, mais ça va permettre notamment aux chercheurs de pouvoir consommer ces données. Et lorsqu'on repartage dans un souci de science ouverte les résultats, ben, on accélère et on fait progresser la connaissance de plus en plus rapidement. Donc, oui, les données ouvertes sont un atout pour l'intelligence artificielle. Ceci dit, les capacités de l'intelligence artificielle, notamment par rapport à la protection des renseignements personnels, fait en sorte que les enjeux de réidentification, de croisement de données, d'inférence, font en sorte qu'il faut être vigilant par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle et son potentiel, et surtout préserver la protection des renseignements personnels. Merci pour votre intervention. Merci à vous. Nous accueillons maintenant comme quatrième et dernière panéliste pour le premier bloc, Madame Sophie Gagnon, conseillère à la direction des communications numériques gouvernementales du secrétariat à la communication gouvernementale du ministère du Conseil exécutif. Bon matin, Sophie, merci d'être là avec nous. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour. Donc, en tant que chargée de projets spécialisés dans la migration des sites web vers québec.ca, Mme Gagnon accorde une attention particulière à l'expérience utilisateur ainsi qu'au référencement des contenus. Son objectif est notamment de garantir que les sites web des ministères et organismes restent non seulement conformes aux réglementations en vigueur, mais également qu'ils continuent à fournir une expérience utilisateur de qualité et un accès transparent à l'information publique.
La mise en œuvre de la plateforme web gouvernementale unifiée Québec.ca fait partie de la stratégie d'optimisation des communications numériques et des présences web gouvernementales. Cette stratégie prévoit notamment de rendre disponibles des outils favorisant la participation citoyenne et l'accès à l'information dans une perspective de communication proactive et transparente. À terme, Québec.ca regroupera plusieurs centaines de sites web et services du gouvernement du Québec. Il permettra ainsi d'assurer une plus grande cohérence de la communication gouvernementale. S'il est important de diffuser proactivement des documents et des informations à forte demande et à grande valeur au bénéfice des citoyennes et des citoyens, à l'ère des communications et du numérique, ceux-ci peuvent se voir confrontés à l'infobésité ou à une surcharge informationnelle. Donc, comment les organismes publics peuvent-ils s'assurer de diffuser en temps opportun une information de qualité, facilement compréhensible et accessible? Ben, bonjour d'abord. La question est vaste, complexe, mais on va essayer de trouver un moyen d'y répondre de façon assez claire. Juste pour le dire en moins de mots, là, en gros, Québec.ca, c'est le site informationnel du gouvernement du Québec. Donc, graduellement, on aide les organisations publiques, ministères et organismes, à fermer leur site web et à migrer les contenus dans Québec.ca. Donc, à terme, ce sera une grande plateforme informationnelle qui regroupe l'ensemble de l'information en lien avec les services et les programmes du gouvernement. Par rapport à la question que vous posiez concernant l'infobésité, l'information à forte demande et de grande valeur, pour nous, le premier réflexe qu'on souhaite voir s'implanter, c'est vraiment la réflexion par rapport à cette information-là, qui va s'en servir et pour faire quoi? Parce que ce n'est pas parce qu'une information existe qu'il suffit de la diffuser puis de dire aux gens, débrouillez-vous avec. Moi, je l'ai diffusée. Parce que la façon la plus, notre prétention, nous, c'est de penser que la façon qui risque d'être la plus utilisée par les citoyens pour la consommer, cette information-là, c'est probablement en passant par un moteur de recherche. Normalement, dans les données, ça tend à se confirmer. Alors, pour nous, c'est vraiment, oui, on passe par un moteur de recherche. Et donc, pour nous, pour Québec.ca, c'est important de faire en sorte que l'information qui est diffusée soit proposée dans les résultats de recherche parce que c'est lié à une recherche qui est faite par l'utilisateur. Cette recherche-là, elle est motivée par un besoin ou par un contexte qui fait en sorte qu'une personne cherche cette information-là. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'information qu'on diffuse ou qu'on souhaite diffuser trouve son public qui le cherche dans Internet. Je dis moteur de recherche, mais aujourd'hui, ça va être Alexa, Siri ou ChatGPT, etc. Donc, pour nous, le premier réflexe, c'est de pouvoir identifier quel est le besoin pour l'utilisateur et qu'est-ce qu'il va en faire de cette information-là. Donc, dans quel contexte cette information-là va être utile parce que, puis c'est important de trouver une réponse le plus juste possible à cette question-là, parce que c'est là qu'on va être capable de lui proposer la bonne information dans l'ordre qui va lui être utile avec des mots qu'il va comprendre et des mots qu'il va avoir recherchés dans le moteur de recherche. Donc, la façon de présenter cette information-là va être tributaire de la réponse qu'on va donner à la question. Oui, mais c'est pour qui on la diffuse, puis pour en faire quoi? Ces gens-là vont en faire quoi? Donc, quand on se demande un peu, c'est quoi, tu sais, en temps opportun, ça, c'est une question qui est quand même très importante. Oui, on détient une information, mais est-ce que c'est pertinent de la diffuser maintenant? Souvent, c'est souvent en réponse à un enjeu politique. Hein? Des fois, on le sait, là, on travaille dans, peut-être pas tout le monde ici, mais quand on travaille avec les ministères, des fois, il y a des enjeux politiques, des sensibilités liées à l'actualité qui commandent qu'on diffuse certaines informations, mais d'autres qui sont quand même prévisibles. Par exemple, les changements de saison avec les pneus d'hiver ou plus récemment, vous avez peut-être entendu parler d'une éclipse solaire qui a eu lieu quelque part, pas trop loin de chez vous. Et puis, les gens du ministère de la Sécurité publique et de Urgence Québec, eux, ont diffusé de l'information pour les citoyens en lien avec l'éclipse solaire. Je pense que ça a été mis en ligne à la fin février. Puis, donc, juste à temps pour
attraper, dans le fond, l'engouement public pour l'éclipse solaire. Puis ça, c'est ce que nous, on estime être une diffusion d'informations pertinentes pour le public en temps opportun, c'est-à-dire qu'on peut prévoir un peu les choses. Puis, au moment, puis maintenant, aujourd'hui, 2 jours après l'éclipse, on s'entend que la page, elle, n'est plus vraiment nécessaire ou en tout cas est moins d'actualité. Alors, on adapte les contenus, puis on fait un petit ménage. Puis après ça, bien, on éteint tranquillement les lumières sur cette page-là parce qu'elle est moins pertinente. Ça, c'est pour la question du temps opportun. On peut aussi imaginer que vous pouvez avoir une hausse d'appels dans les centres d'appel pour les renseignements généraux dans les organisations. Peut-être que vous-même, vous avez eu une hausse de demande d'accès. Ça peut être des entrées qui rentrent par les médias sociaux, etc. Donc, ce n'est pas pour Québec.ca ou pour les organisations. Le temps opportun, c'est beaucoup, on essaie d'être proactif, de devancer les besoins, mais c'est aussi souvent en réaction à des commentaires qu'on reçoit des citoyens. Je dis citoyens, là, mais ce n'est pas juste des citoyens, ça peut être un citoyen peut être plusieurs choses, un professionnel, un membre de réseau de la santé, ça peut être un avocat, un étudiant, ça peut être plein des choses. Sinon, une information de qualité, mais là aussi, c'est important de faire attention, de ramener le besoin utilisateur au centre de la réflexion parce qu'on va être en mesure d'identifier, parce qu'on sait quelle tâche il veut effectuer, on va être en mesure d'identifier quelle information il a besoin en premier. On va essayer de ne pas aller la perdre, cette réponse-là, dans le milieu d'un paragraphe obscur. On va essayer de la lui proposer de façon structurée. On va s'appuyer sur des titres clairs, des phrases courtes, des textes allégés, tout ça. Donc, ça fait partie des préoccupations qu'on souhaite avoir avec les organisations pour dire, bon, mais parmi tout ce qu'il faut diffuser, oui, on veut être transparent, oui, on veut être proactif, mais parmi tout ça, y a-t-il moyen de le structurer de façon à ce que l'utilisateur n'ait pas juste l'information, mais qu'il soit capable de la comprendre et de se l'approprier? Bon, donc, on rejoint les notions de compréhensible et accessible. En utilisant un langage que l'utilisateur comprend bien, qu'il va être en mesure de maîtriser. Puis, donc, on ne va pas juste avoir diffusé l'information, parce que l'objectif, ce n'est pas juste à diffuser, mais c'est qu'elle soit comprise. Donc, c'est vers ça que nous, on tend à aller avec ces notions-là qu'on travaille le plus souvent avec les organisations. Donc, voilà. Parfait. Dans le processus de diffusion proactive, du guide de soutien à l'application de la diffusion proactive, on en a parlé tout à l'heure, mis diffusé en 2019 par BANQ et le GEGD. Le rôle du webmestre organisationnel ou du conseiller en communication numérique consiste notamment à participer à la conception du site web, à assurer l'amélioration continue du site web et à gérer la mise à jour et l'archivage du contenu. Quels sont les enjeux, selon vous, que rencontrent les conseillers en communication numérique jusqu'à maintenant dans le processus de diffusion proactive? Mais je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure. J'en ai parlé un peu. Souvent, la réponse politique peut teinter beaucoup le travail des conseillers en communication numérique. Des fois, c'est vraiment lié à l'actualité, puis ça arrive, on va dire, d'en haut, puis il n'y a pas beaucoup de souplesse possible. Ça, c'est un des enjeux qu'on a, puis on essaie la plupart du temps d'aiguiller les organisations pour dire, oui, mais à quelle tâche ou à quel besoin on peut... Je vais souvent revenir avec cette notion-là, mais diffuser pour diffuser, c'est comme un peu rater l'objectif. Il faut être capable de rattacher ça à un besoin plutôt que de mettre ça dans un document, dans un coin obscur dans un site web, puis on l'a diffusé, puis merci, on a fait notre job. Alors là, de ce côté-là, c'est vraiment d'essayer d'aiguiller les organisations, puis même les cabinets pour dire oui, il y a un besoin, il y a une sensibilité, mais il faut faire attention de ne pas mettre trop de couleurs. Fait que ça vous touche moins en termes de répondants sur l'accès, mais c'est un des enjeux que les conseillers en communication numérique ont au quotidien. Sinon, je rappelle encore le besoin. Ça touche un peu le point que je viens de mentionner, c'est-à-dire que on souhaite diffuser une information, mais on ne sait pas encore trop à quoi la rattacher. Ça peut être un rapport, ça peut être une politique de quelque chose ou une stratégie. Puis
Pour le moment, ce n'est qu'une stratégie. On sait que plus tard découleront des plans d'action, des aides financières, puis des contenus pour plus les citoyens ou les réseaux ou les organisations. Donc, des fois, c'est un petit peu difficile de placer un contexte. Donc, de ce côté-là, c'est quand même important d'alimenter le plus possible les équipes numériques là, pour voir un peu ce qui s'en vient pour être en mesure de présenter l'information ou de la préparer en fonction de ce qui s'en vient pour anticiper, prévoir les coûts, puis éventuellement la présenter un peu mieux aux utilisateurs. C'est très, très peu concret pour le moment, je sais pour vous, mais pour nous, dans la vie de tous les jours, on est capable de faire, c'est du cas par cas. Fait que pour chaque contenu nouveau à diffuser dans le site web, on essaie le plus possible d'accompagner les équipes là, pour faire la lumière sur tous ces aspects-là. Donc, voilà. Puis, un autre enjeu, qui rejoint un peu les autres points précédents, puis que d'autres panélistes ont abordé tout à l'heure, c'est on veut diffuser de l'information, on ne veut pas la diffuser n'importe comment, ni sous n'importe quelle forme. Puis, il y avait aussi la notion de faire attention que ce n'est pas parce que qu'elle est diffusée qu'il faut la diffuser, il faut la laisser là tout le temps pour toute la vie. Donc, cet enjeu-là, on le voit couramment, c'est qu'on met en ligne une information ou un document, ça reste là. Si le site web devient une archive. Puis, les organisations créent l'habitude de consulter le site comme étant une archive. Donc, dans Québec.ca, on essaie de limiter cette habitude-là ou de la transformer parce que l'excès de transparence peut devenir une sorte d'opacité. Donc, le citoyen, lui, il ne sait plus laquelle information est la bonne, la prendre dans quel sens. Alors, il y a vraiment un travail aussi de ménage ou de tri qui est important là, au quotidien auprès des équipes. Merci. Vous avez parlé de durée de conservation, de besoins des utilisateurs, de contexte aussi, de bien comprendre pour vos équipes le contexte là, avant de le diffuser. Quels intrants, dans le fond, les responsables de l'accès aux documents des organismes publics peuvent-ils vous apporter, vous, aux conseillers là, en communication numérique pour faciliter votre travail dans le processus de diffusion proactive? Bien, c'est de nous alimenter, c'est d'alimenter les équipes sur justement le besoin émerge d'où, il a été formulé comment, parce que ces demandes-là, si on parle des demandes d'accès, ça rentre par un canal qui est très précis, puis de la façon dont on les reçoit dans les équipes numériques, ce sont des demandes qui sont quand même assez précises avec des dates, des termes, c'est des demandes très, je ne veux pas dire fermées, mais que c'est quand même balisé. Puis pour les équipes numériques, c'est un des intrants. Il y en a d'autres. Il y en a été question tout à l'heure, là, je pense par la Commission d'accès à l'information. Il y a les préposés aux renseignements généraux, il y a les courriels qui rentrent par les secteurs d'affaires qui parlent à leur propre clientèle. Par exemple, quand il y a des réseaux comme l'éducation ou la santé, il y a des intrants qui arrivent de là. Il y a les réseaux sociaux. Puis dans Québec.ca, toutes les pages de contenu ont un bloc de commentaires au bas des pages. Donc, il y a des intrants aussi qui arrivent de là directement des citoyens. On tient des statistiques de fréquentation. On est en mesure d'évaluer tout ce qui rentre. Alors, pour le volet des demandes d'accès, c'est le plus possible d'alimenter. C'est sûr qu'il y a une limite à ce que vous pouvez obtenir comme information, mais c'est vraiment de nous alimenter le plus possible sur l'origine de ce besoin-là. Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est une question qui est posée 50 fois par mois? Est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est justifié de mettre la réponse, de créer toute une section ou d'alimenter une nouvelle page web pour répondre à cette demande-là, parce que ça aussi, c'est important. Est-ce que pour satisfaire 1, 2, 4, 8 personnes, on va aller bonifier ou compléter ou créer une nouvelle section qui va aborder tout un sujet, mais qui pourrait potentiellement avoir un impact sur combien d'autres citoyens qui, eux, sont moins préoccupés par ce sujet-là ou qui ne souhaitent pas avoir l'information avec ce niveau de granularité-là. Puis, c'est chiffré forte demande là, dans Québec.ca, je peux vous dire que ce n'est pas nécessairement évident. C'est combien une forte demande pour les répondants en accès? C'est
On parlait de l'exemple qui avait été donné tantôt pour les États-Unis. Je pense que c'était 3 demandes par mois ou 3 demandes, peu importe la durée, mais 3 demandes. Dans Québec.ca, je peux vous dire qu'on ne fera pas grand-chose avec 3 fois le même commentaire. Là. Si je reviens avec l'exemple de l'Éclipse, quand on a mis la page en ligne, certains citoyens, on a eu un premier commentaire qui parlait de « Ouais, mais qu'en est-il des animaux? Si mon chien regarde le soleil pendant l'éclipse, va-t-il devenir aveugle? » Au début, on l'a plus ou moins pris le commentaire au sérieux en se disant « Ben voyons. » Mais avec le temps, dans les commentaires qui avaient été laissés au bas de la page, d'autres citoyens manifestaient des préoccupations par rapport au comportement des animaux pendant l'éclipse. Alors, il a été jugé judicieux d'ajouter une section spécifiquement pour le comportement des animaux pendant l'éclipse parce que c'est un commentaire qui revenait souvent dans cette page-là. Alors, des fois, on en prend, on en laisse, il faut baliser, il faut prendre un pas de recul, puis on regarde qu'est-ce que ça donne. Pour certains contenus, beaucoup de monde, ça va peut-être être 40. Puis pour d'autres contenus, beaucoup de monde, ben ça va peut-être être 8 000, 80 000 personnes. Ça aussi, c'est à considérer. Donc, le contexte est très important. D'où l'importance de s'attarder aux besoins et puis de bien comprendre le contexte. Merci. Exact. Dernière question, parce que je vois que le temps file. Oui. Quels services les conseillers en communication numérique peuvent-ils apporter aux responsables l'accès aux documents là, pour les aider dans la diffusion proactive? L'accompagnement, justement, pour structurer, prioriser, faire la rédaction, orienter sur le besoin, sur le citoyen. Puis, l'autre bout important, j'en ai quand même aussi parlé un petit peu, c'est de fournir, d'alimenter en données probantes sur ce que les gens font, comment ils s'approprient le contenu, les termes de recherche utilisés dans les moteurs de recherche, détricoter aussi des anciennes croyances ou des anciennes habitudes, comme quoi la page d'accueil, c'est le début de tout là, dans une navigation de site web. Au contraire, surtout dans un site comme Québec.ca, oui, la page d'accueil est largement utilisée, mais les gens ne s'en servent pas pour naviguer. Ils vont utiliser la barre de recherche en haut, comme ils vont aller dans Google. Donc, des fois, c'est d'accompagner, s'assurer que les termes qui sont utilisés dans les pages sont les mêmes que ceux utilisés par les citoyens pour formuler leurs demandes. Donc, ça, c'est un accompagnement là, qui peut être fait par les équipes numériques. Merci beaucoup, Mme Gagnon, de votre participation. Merci. Nous entrons maintenant dans la période de mêlée allouée à tous les panélistes du bloc 1 afin de leur permettre de répondre aux questions supplémentaires préparées à leur intention. Donc, je vais laisser arriver les panélistes. Alors, mesdames, messieurs, selon vous, quels sont les facteurs clés de succès en matière de diffusion proactive? On a entendu beaucoup de facteurs ce matin. On va essayer d'en résumer. Si je résume les facteurs clés à retenir, moi, j'aurais 5 facteurs. Mon premier point à retenir, en fait, et M. Lavoie, je suis sûr qu'il va être d'accord avec moi au niveau de BANQ, c'est la gestion documentaire structurée et efficace, mais aussi qui intègre dès la création du document la prémisse de son accessibilité et de sa diffusion. En fait, il faut toujours avoir en tête la possibilité, que ce soit dans les métadonnées pour faciliter que le document soit recherchable, de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre avec le document pour qu'il puisse répondre aux besoins d'accessibilité. Établir et maintenir des standards de qualité là, au niveau de l'information diffusée. C'est sûr que ce n'est pas n'importe quelle information, puis ça nous prend certains standards qu'on doit déterminer. Des présence d'exigences de repérage aussi qu'on doit mettre en œuvre. La mise en place d'un plan de publication. On suggère sur une base triennale, mais en fait, pour savoir quelle information on va publier, dans quel contexte, pour toujours répondre aux besoins de la population, et de mettre aussi en place des stratégies de surveillance continue. Si ce n'est que pour vérifier si les hyperliens fonctionnent, comme a mentionné Xavier dans le cadre de sa présentation, ou si l'information est toujours pertinente, si on respecte les exigences du calendrier de conservation. Donc, je résumerai en ces 5 facteurs clés-là. Parfait, merci beaucoup. D'autres participations? Questions?
Oui, Moi, je me permettrais juste peut-être d'ajouter cette volonté de la démocratisation de l'information qui va être rendue disponible. Puis en plus des critères, il y a la régularité. De régulièrement remettre de l'information à jour pour justement effectivement donner cet élan dynamique de l'information qui est attachée au contexte, puis l'intelligibilité évidemment de cette information qui doit être convenablement comprise puis interprétée. merci. C'est quoi les paramètres qui permettent de mesurer l'efficacité de la diffusion proactive au sein ou à l'extérieur d'un organisme public selon vous? Comment on fait pour savoir qu'on est bon? J'ai peut-être une partie de la réponse, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, là, avec les outils dont on dispose, là, évidemment, là, je parle de mon bout, là, site web informationnel, là, il y a d'autres cas, mais être à l'affût des commentaires. Nous, on rend disponible, à québec.ca, on rend disponible là, aux équipes numériques une série d'outils là, pour mesurer l'intérêt, l'appropriation de l'information par les clientèles, que ce soit des statistiques de consultation là, avec des outils comme Google Analytics sur le nombre de clics, les termes de recherche dans le moteur de recherche de québec.ca, mais aussi des termes de recherche qui ont été utilisés dans des moteurs de recherche externes puis qui ont généré des visites sur nos pages. Je parlais tantôt des commentaires là, qui sont donnés sur les pages, via les pages de québec.ca. On utilise aussi des outils de carte de chaleur là, pour voir où est-ce que les gens cliquent, jusqu'où ils se rendent dans le défilement des pages, sur quel bouton ils cliquent, les vidéos, jusqu'à combien de temps de visionnement est fait en moyenne, ou on voit des fois là, les courbes d'attention pour les vidéos, jusqu'où ça va. Donc, on essaie le plus possible de fournir de la donnée ou fournir des outils pour mesurer cet intérêt-là de la part des citoyens. Puis juste pour revenir sur l'exemple de l'éclipse, on a bien vu que la journée du 8 avril, il y avait un intérêt très, très, très marqué pour la page sur l'éclipse. Puis le lendemain, plus du tout de visite, ou presque plus. Parfait, merci. Voilà. Merci. D'autres interventions pour cette question-là? Juste, je me permettrais de rajouter pour Données Québec, on a aussi des statistiques qui sont accessibles aux diffuseurs, qui peuvent être d'intérêt, puis se concentrer sur le nombre de fois où le jeu est téléchargé. C'est un indice quand même de l'intérêt du jeu qui peut permettre d'amener le diffuseur à le regarder de manière plus intéressante. Puis, on a, nous, une consultation en continu qui tourne sur la plateforme Consultation Québec, sur le portail de Données Québec, dans laquelle on demande notamment aux citoyens et usagers est-ce qu'ils ont des préférences ou des priorités par rapport à la diffusion de certains jeux de données ou de certains domaines d'activité sur lesquels ils voudraient avoir? Fait que ça aussi, plus la participation, plus la contribution des citoyens aux consultations grandit, plus je pense qu'on a un impact positif. Merci. Outre les types de documents qui sont prévus au règlement sur la diffusion, quel autre type de documents devrait être diffusé proactivement par les organismes publics selon vous? Je vais me lancer là-dessus. Il faut d'abord dire que le règlement sur la diffusion a déjà une belle ampleur quand même. Il répond à plusieurs des catégories que Mme Côté, vous avez mentionnées au début, là, donc des documents sur la prise des informations sur la prise de décision, les dépenses publiques, la sous-traitance, la performance, la gouvernance. Tout ça, c'est quand même déjà, ça a une belle ampleur. Puis pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, il n'y a pas de solution unique pour tout le monde pour étendre cette liste-là. Il faut réfléchir vraiment aux besoins auxquels on veut répondre. Donc, quelle information est importante pour les citoyens, lesquelles est susceptible d'affecter leurs droits ou les services qu'ils reçoivent, ou alors peut-être des informations qui ont une certaine valeur économique ou qui peuvent démontrer la responsabilité gouvernementale. Je vais quand même avancer sur quelques pistes. Ça ne veut pas dire que ça s'applique dans tous les organismes, mais c'est des choses qui ont été mentionnées au fil des années, ici et ailleurs, là, pour aller plus loin. Donc, les fameux avis et les recommandations, ça fait souvent l'objet de demandes d'accès là, au sein des organismes publics. Donc, au-delà des études et tout ça, donc les avis et recommandations internes, c'est peut-être bon de prendre les devants et de les publier, peut-être pas systématiquement. Il y a toujours des sensibilités politiques, mais si on sent que ça va être demandé, de faire l'analyse d'avance, ça peut être une bonne idée. Les rapports de vérification interne, d'inspection et d'audit de conformité, dans la mesure où on en élague les parties plus confidentielles, évidemment, ou les rapports sur l'évaluation de programme. C'est des choses qui ont déjà été mentionnées. Ensuite,
par rapport à la question des consultations publiques, tout ce qui se fait, les documents et les rapports liés à ces consultations publiques-là, d'en avoir, du moins pendant un certain temps, une diffusion. Et vous parliez en introduction là, de la diffusion des agendas des ministres. Bon, dans cette perspective-là, la diffusion des rencontres avec les intervenants externes de tout type de dirigeants d'organismes peut être pertinente là, pour une transparence par rapport à ce qui se trame, en fait, dans les rencontres là, en haut lieu. Et je terminerai avec un exemple du fédéral. À l'échelle fédérale, il faut diffuser également, puis ça peut être assez spécifique comme besoin, mais les documents liés à des comparutions parlementaires des dirigeants, donc tout ce qui est notes de briefage, documents de préparation qui souvent présentent de façon synthétique des enjeux, des grands messages. Donc, dans des circonstances particulières, là, ça peut être pertinent pour certains organismes d'aller vers ces documents-là. Merci, M. Saint-Gelais, c'est fort intéressant. Dernière question dans la mêlée. Pourquoi c'est important, selon vous, que les organismes publics collaborent de façon multidisciplinaire en matière là, de diffusion proactive et comment on devrait encourager cette collaboration? Du côté de Québec.ca, on la voit beaucoup, entre autres avec les gens qui sont ici aujourd'hui. La Commission d'accès à l'information, peut-être un peu moins, mais par ricochet aussi, parce qu'on travaille étroitement avec le SRIDAI. On travaille aussi avec BANQ, puis avec Données Québec aussi. Là où l'expertise de chacun est vraiment importante, c'est justement dans la séquence pour établir c'est quoi le besoin réel, puis c'est quoi la façon la plus appropriée de répondre à ce besoin-là, considérant tout ce qu'on a à considérer chacun dans notre pôle d'expertise. Ça nous permet d'avoir un portrait vraiment très, très précis de ce qui est attendu, ce à quoi il faut se conformer, quelle façon on a de rendre l'information disponible, puis comment le mieux répondre aux besoins, tout en respectant tous les cadres légaux, réglementaires en vigueur, parce qu'il y en a plus qu'un. Donc ça, moi je pense que c'est multidisciplinaire, c'est vraiment super, mais je pense qu'il ne faut pas oublier, en tout cas du moins de notre côté, le multi-organisation, parce qu'un des avantages qu'on a beaucoup noté du côté de Québec.ca en mettant dans un seul site toute l'information, c'est on a constaté à quel point il y avait du doublon d'informations. Et le doublon, ça, c'est tout sauf de la transparence parce que l'information n'est pas toujours la même, elle n'est pas toujours mise à jour en même temps. Donc, là aussi, ça crée beaucoup de confusion. Donc, en s'assurant que l'information est disponible à un seul endroit par un seul émetteur, là, on réglait beaucoup de problèmes côté justesse de l'information et des données. Merci beaucoup. En terminant, pour le premier bloc, si on avait la capacité maintenant de construire des ponts vers le futur, quelle vision avez-vous pour l'avenir et le devenir des organismes publics en matière de diffusion proactive? J'ai peut-être un souhait à émettre. En fait, on le sait, on l'a dit, la diffusion proactive va bien aller si l'ensemble du cycle de vie de l'information est bien géré. Je pense que c'est un fait. Toutes les étapes du cycle de vie, de la création jusqu'à la conservation de l'information, la destruction, qui soient bien encadrées, bien connues, que les différents acteurs soient autour de la même table pour en discuter. Je pense que c'est important. On vient d'en parler, la multidisciplinarité. Le milieu de la gestion de l'information bouge vite. Il y a beaucoup de lois, beaucoup d'encadrements qui viennent de façon concomitante. Ça fait qu'il faut être plusieurs têtes autour d'une table. Je le répète, le comité IPRP est une belle place pour faire ces réflexions-là. Donc, mais ça prend une gouvernance à haut niveau aussi. Puis je me permettrais d'ajouter qu'on est en réflexion de notre côté aux Archives nationales en collaboration avec le ministère de la Culture sur une révision de la loi sur les archives, une modernisation, donc une refonte de bout en bout de la loi. C'est pas la réponse à tout, mais c'est une pièce du puzzle qui peut être intéressante et importante. Donc, le ministre de la Culture s'est engagé à refondre cette loi-là l'an dernier. Donc, on y travaille activement, puis entre autres choses, sans aller trop dans les détails, simplement dire que l'intention est d'avoir un gestionnaire responsable de l'information qui va être nommé et désigné et obligatoire dans chacun des organismes. Cette personne-là pourrait être la même que le responsable de l'accès, par exemple. C'est pas nécessaire d'avoir une nouvelle personne pour ça, mais qu'il y ait une personne imputable. Et en ce moment, il n'y en a pas.
Et on va mettre de l'avant aussi une reddition de comptes dans le domaine qui intègre, entre autres, un plan d'action puis une politique de gestion de l'information. Donc, ça peut aider à structurer aussi la gestion de l'information pour amener cette meilleure gouvernance-là puis aller vers du mieux. Donc, le souhait et la vision, c'est qu'au moins cette pièce de puzzle-là soit renouvelée sur le plan législatif durant la prochaine année. Ça pourrait donner un coup de main et une impulsion. Merci, M. Lavoie. Avant de terminer, d'autres interventions? Ben, en fait, je me permettrais au niveau de la commission de reprendre la recommandation que la commission avait faite dans son rapport quinquennal de 2011, d'élargir les obligations réglementaires qui sont déjà prévues là, sur le règlement sur la diffusion, l'élargir à tous les organismes publics. Présentement, le règlement sur la diffusion s'applique uniquement aux organismes gouvernementaux et aux ministères. Donc, que ces obligations-là, que les types de documents qui sont prévus dans la réglementation, là, que tous les organismes publics aient l'obligation de les diffuser d'une manière proactive. Merci beaucoup, Maître Plante. Alors, Maître Plante, M. Saint-Gelais, Mme Carl-Tavera, M. Lavoie, Mme Gagnon, merci infiniment d'avoir participé à notre panel cet avant-midi. Nous allons maintenant passer au bloc 2. Certains organismes publics, de leur propre initiative, sans être assujettis au règlement sur la diffusion, font preuve d'innovation en diffusant des documents ou des jeux de données qui ont un intérêt pour le public. Quelle était leur vision lorsqu'ils ont mis en place des initiatives de diffusion proactive? Quelles règles de gouvernance ou quels moyens ont-ils mis en place pour faire de ce type de diffusion une partie intégrante de leur culture organisationnelle? Quels sont les défis ou les enjeux qu'ils ont rencontrés? Avec qui ont-ils collaboré et comment? Quels bénéfices tirent-ils de cette diffusion proactive jusqu'à maintenant? Aujourd'hui, dans le bloc 2 intitulé « Comment mettre en œuvre la diffusion proactive au sein d'un organisme public », nous accueillons Maître Camille Benoît de la ville de Longueuil. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à notre événement. Bonjour, merci de l'invitation. Maître Camille Benoît est diplômée en droit de l'Université du Québec à Montréal et membre du barreau à l'emploi de la ville de Longueuil depuis 2017. Maître Benoît a d'abord été avocate au sein du contentieux civil et ensuite à la direction du greffe dans l'équipe assurant la préparation des séances du conseil et autres instances. Depuis 2020, Maître Benoît occupe le poste de responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de la ville de Longueuil. Maître Benoît, quel a été l'élément déclencheur ou pourquoi avoir instauré une gouvernance ou des initiatives de diffusion proactive au sein de la ville de Longueuil? Donc, en 2016, Longueuil s'est engagé à devenir une organisation publique ouverte en s'associant avec le partenariat Données Québec dans la volonté d'améliorer les services publics. Il y avait 3 principes clés qui guidaient et guident toujours nos actions. Donc, la transparence, la participation et la collaboration. Puis, ce sont des valeurs là, qui sont réitérées et renforcées par notre mairesse actuelle, puis par l'administration de la ville. Donc, le but, c'est d'offrir aux citoyens la possibilité de consulter l'information publique dans des formats plus accessibles et plus conviviaux, puis dans le but toujours que les citoyens soient plus autonomes et mieux informés. Merci. Quelles règles de gouvernance ou quels moyens vous avez mis en place, dans le fond, pour faire de la diffusion proactive une partie intégrante de votre culture organisationnelle? Donc, on a adopté une politique sur l'ouverture des données qui encadre la diffusion de l'information. Puis, il y a aussi un comité sur l'ouverture des données qui a été mis en place, puis qui est responsable de la collecte, de l'inventaire des données et du suivi de l'ouverture des données des différentes unités administratives. Ça se fait aussi beaucoup là, via toutes les mises à jour de notre site Web, qui est le principal véhicule de diffusion de l'information. Et donc, comme les directions sont responsables des contenus, elles sont sollicitées pour qu'on s'assure que le contenu diffusé est à jour et pertinent, puis qu'il répond aux besoins des citoyens. Merci. Comment on crée ça, le réflexe ou la cohésion autour de la diffusion proactive au sein d'un organisme? Bien, à Longueuil, on y va vraiment un projet à la fois, une étape à la fois, là, au gré des opportunités qui se présentent à nous pour être certain de respecter les ressources qu'on a. Puis, on se rattache beaucoup au modèle donné par notre mairesse, par le politique, qui valorise la transparence, le partage d'informations. Ça, c'est véhiculé au sein des directions, puis ça vient
légitimiser le tout, là, dans le fond, nos démarches en matière de diffusion proactive. Donc, on comprend qu'une hiérarchie forte qui croit en la diffusion Exactement. proactive, ça aide, hein, c'est important. Tout à fait. Merci. Comment vous gérez le changement suivant la mise en place justement de politiques ou de règles ou de moyens de diffusion proactive? Comme je disais, c'est sûr que le changement n'est pas totalement complété parce qu'on procède de manière plutôt naturelle, selon notre connaissance des sujets qui intéressent les citoyens, puis selon les opportunités qui se présentent. Mais comme vous l'avez dit, puisque c'est porté par la mairesse, par la hiérarchie, les gens se sentent en confiance. Puis on a aussi là, une direction générale ouverte au changement, à l'amélioration continue. Donc ça contribue aussi à l'acceptation du changement par les membres de l'organisation. Parfait. Quels sont les principaux acteurs qui sont impliqués là, à la Ville là, dans le processus de diffusion proactive? C'est sûr qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent être impliqués. Ça va varier en fonction du projet. Tout le monde peut y être impliqué si le projet vise des données ou des documents de leur direction. Mais on pense, c'est sûr, au service du greffe pour tout ce qui touche les documents des séances ou de nos règlements, aux archives également. Il y a notre service là, de la géomatique pour tout ce qui concerne les données ouvertes, notre direction des communications qui est responsable de la mise en œuvre du site Web, évidemment les technologies de l'information parce que c'est diffusé là, de façon numérique, et aussi le responsable de la protection des renseignements personnels pour la validation là, de certains contenus. Donc vraiment, il y a beaucoup d'acteurs impliqués là, dans ces démarches-là. Puis ces acteurs-là, c'est quoi les lieux communs ou les points de rencontre qui sont impliqués dans le processus de diffusion proactive, dans le fond? Donc, c'est vraiment, on est tourné là, vers la transparence envers les citoyens. Donc, c'est vraiment, on va regarder c'est quoi le bénéfice d'un projet ou d'une diffusion pour les citoyens. C'est ça qui va lier les acteurs, qui va venir, dans le fond, qui va être le point de rencontre là, des différents projets. Okay, merci. Pouvez-vous nous en identifier des initiatives de diffusion proactive qui ont été mises de l'avant par la Ville de Longueuil? Oui, donc on a un portail de recherche de nos règlements et des procès-verbaux. On diffuse aussi les documents des séances des différents conseils. On a un portail de données ouvertes avec plusieurs jeux de données, dont une carte interactive en libre service. On publie aussi plusieurs rapports d'activité et de gestion et des listes de programmes, de politiques, de plans là, sur notre site web là, qui comporte plus d'une 60aine de documents sur différentes activités de la ville et plus encore. Très intéressant. C'est quoi les défis ou les enjeux que vous avez rencontrés lors de la mise en place de ces initiatives-là? Notamment au niveau légal, on a eu certains enjeux. Si on pense à nos documents des séances, des conseils, là, donc les séances antérieures qui ne sont pas diffusées encore, on a voulu le faire, puis on a dû là, y aller, en fait, mettre un frein ou y aller plus tranquillement parce qu'on s'est rendu compte qu'il pouvait potentiellement y avoir des renseignements personnels, puis que le contenu de ces documents-là devait être vérifié là, avant d'être mis en ligne. Il y a aussi des défis technologiques. Quand on a mis en place notre portail de recherche de règlements et de procès-verbaux, c'est lié à notre voûte numérique. Et donc, on a dû créer un nouvel environnement de cette voûte-là pour qu'on s'assure que les gens de l'externe ou les citoyens ne puissent pas avoir accès à notre environnement interne. Donc, au niveau technologique, là, ça a nécessité du travail supplémentaire qui n'était pas nécessairement anticipé. Puis, évidemment, il y a des défis au niveau des ressources humaines, puis de ressources financières. C'est pas toujours ce type de projet-là qui est mis de l'avant. Quelles sont les leçons ou les constats que vous faites là, suivant l'implantation de vos règles de gouvernance ou de moyens de diffusion proactive au sein de Longueuil? On se rend compte que même en y allant projet par projet, on réussit à diffuser beaucoup d'informations, malgré que l'ensemble du processus ne soit pas nécessairement formalisé. On y arrive, puis on a beaucoup d'informations disponibles. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce n'est pas toujours facile de diffuser des données dans la mesure où parfois il y a des réticences au sein des unités détentrices des données, mais on voit que la collaboration, c'est vraiment un facteur clé de succès, puis qu'en collaborant, là, on finit par y arriver.
Puis, évidemment, là, que l'exemple donné par le sommet de la hiérarchie met les membres de l'organisation en confiance, puis nous permet de poursuivre nos initiatives là, en matière de diffusion proactive. Intéressant. Là, vous êtes là depuis 2020. Quels sont les bénéfices que vous voyez que l'organisme, que la Ville de Longueuil tire de la diffusion proactive jusqu'à maintenant, selon vous? On a quand même souvent des témoignages de citoyens qui nous disent qu'ils apprécient la quantité d'informations disponibles sur notre site Web, leur indépendance aussi pour trouver l'information. On voit quand même une diminution des demandes adressées à la Ville, autant au niveau des demandes d'accès qu'au niveau des demandes adressées aux archives ou au centre de services aux citoyens. Donc, ça, c'est un bénéfice. Puis, on se rend compte là, que les citoyens peuvent participer plus directement au processus décisionnel et qu'il y a une meilleure collaboration avec les acteurs municipaux. Intéressant. Comment vous faites pour garantir, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, vous avez vécu certains enjeux de protection de renseignements personnels avec les résumés des séances du Conseil, mais comment vous faites pour garantir dans votre processus que l'information diffusée de manière proactive et conforme aux lois en vigueur, justement, notamment en matière de protection des renseignements personnels? Bien, notre politique sur les données ouvertes prévoit là, que toute diffusion d'informations doit respecter la loi sur l'accès. Puis on essaie vraiment d'instaurer une collaboration avec le responsable de la protection des renseignements personnels avant la diffusion. On fait des rappels fréquents là, au directeur à ne pas hésiter à communiquer avec le responsable. On travaille à développer un réflexe là, que cette personne-là soit consultée, puis que ça devienne un incontournable pour l'organisation de s'y référer. Puis aussi, on met de l'avant la collaboration avec les unités administratives qui détiennent et gèrent les données pour recueillir les informations pertinentes, puis qu'on s'assure d'être conforme, là, finalement. Parfait, merci. Vous aussi, si on vous construit un pont vers le futur, ça serait quoi la vision que vous auriez pour l'avenir et le devenir de la Ville de Longueuil en matière de diffusion proactive? Bien, c'est certain qu'on veut continuer à faire de la diffusion proactive, à faire d'autres projets, à rendre plus de documents et de données disponibles. On a commencé, mais on n'a pas terminé, loin de là. On veut en diffuser plus. C'est vraiment un travail en continu là, qu'on veut poursuivre. Mais on veut quand même continuer d'y aller. Pour l'instant, un projet à la fois, pour qu'on s'assure de bien faire les choses dans chacun des projets, puis qu'on tienne compte des ressources disponibles, puis des autres priorités qui peuvent y avoir. Mais c'est certain qu'on va continuer là, parce que la diffusion proactive, notamment au niveau des données ouvertes, bien, c'est un des moyens identifiés pour atteindre notre objectif de développer des solutions qui adoptent l'innovation ouverte. Puis ça fait partie de notre stratégie de ville intelligente. Donc, c'est certain que pour l'avenir, on veut poursuivre le travail en matière de diffusion proactive. Merci beaucoup, Maître Benoît, de vous être joint à nous pour notre webinaire cet avant-midi. Votre participation est fort intéressante et inspirante pour les municipalités, je pense. Merci beaucoup. Donc, on l'a vu avec tous nos panélistes qui ont été généreux de leur présence cet avant-midi. La diffusion proactive permet aux citoyennes et aux citoyens de bénéficier d'un maximum d'informations, leur permettant de comprendre les actions prises par les institutions publiques et de prendre des décisions éclairées sans exercer leur droit d'accès à un document administratif. La mise en place de règles de gouvernance encourageant et facilitant la diffusion proactive au sein d'un organisme public lui procure également des avantages. Ces règles lui permettent entre autres d'améliorer ses prises de décision, sa performance et son efficacité et incidemment d'offrir de meilleurs services à la population. Au terme de ce webinaire, nous espérons que le concept de diffusion proactive est plus clair pour vous. Nous espérons également que les interventions de nos panélistes vous aideront à mettre en œuvre ou à bonifier vos règles de gouvernance en matière d'accès aux documents administratifs. S'il y a 6 éléments à retenir de notre webinaire d'aujourd'hui, nous souhaitons que vous reteniez ceux-ci. Premièrement, la diffusion proactive nécessite la collaboration de plusieurs acteurs occupant des fonctions organisationnelles clés, comme responsable de l'accès aux documents, oui, mais aussi comme responsable de la gestion documentaire, le responsable de la protection des renseignements personnels, le chef de la sécurité de l'information, les conseillers en communication numérique et d'autres personnes qui ont les compétences, par exemple, pour développer et interpréter les résultats des systèmes de gestion d'information. C'est pourquoi une approche multidisciplinaire, de travailler ensemble, on va plus loin.
Deuxièmement, la diffusion proactive est réalisée pour et par des personnes. Donc, comme nous le rappelait Sophie tout à l'heure, c'est important pour un organisme public d'identifier les données et les informations qui sont d'intérêt pour les citoyennes et les citoyens ou celles qu'ils demandent le plus fréquemment, par exemple lors du traitement des demandes d'accès, afin de vraiment répondre aux besoins des citoyens. D'autre part, c'est important aussi de former, de sensibiliser, d'outiller les membres du personnel afin qu'ils sachent comment valoriser les données et les informations et qu'ils appliquent les règles de gouvernance mises en œuvre pour faciliter le processus de diffusion proactive mis en place par l'organisme. Comme nous le rappelait Camille aussi, c'était quand on a le soutien de notre hiérarchie, nos gens, nos collègues embarquent aussi, donc c'est important. Troisièmement, la diffusion proactive, ça se planifie. Mike Plante nous en a parlé aussi et Mme Carl Tavera. C'est beaucoup plus facile pour un organisme public de livrer, dans le fond, de la valeur informationnelle à la population si elle a une bonne connaissance de ces processus informationnels, des types de documents, de données que l'organisme détient et comment les valoriser. Martin aussi nous en parlait tout à l'heure. La diffusion proactive, quatrièmement, doit être conforme aux lois en vigueur, notamment en matière de protection des renseignements personnels. Cinquièmement, la diffusion proactive doit reposer sur des stratégies ou des mécanismes de surveillance en continu, entre autres pour s'assurer que les données ou l'information diffusée soit à jour et toujours pertinente pour la population, pour pas qu'on ait d'infobésité ou de surcharge informationnelle qui nous desservirait, dans le fond. Et sixièmement, la diffusion proactive, c'est une activité en continu, c'est jamais terminé. On doit toujours s'ajuster en fonction des besoins. Donc, c'est important d'avoir des mécanismes de reddition de comptes et d'évaluation qui vont permettre de connaître votre niveau d'efficacité et d'efficience afin aux besoins d'être en mesure de réajuster vos règles, vos pratiques pour qu'elles soient toujours pertinentes et à jour. Cet événement est le dernier webinaire portant sur la gouvernance des organismes publics à l'égard des renseignements personnels et des documents administratifs. Nous espérons qu'il vous a plu.